Salut à toi! Je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo pédagogique de la séquence asynchrone de notre cours d'intervention en situation de crise. J'espère que ton étude de cas avance bien. À ce stade-ci, tu devrais avoir terminé ton analyse des différentes étapes de la situation que j'ai soumise à ton attention. Le contenu que je vais te présenter dans les 10 prochaines minutes va t'aider à trouver les meilleures interventions à appliquer dans la situation que tu es en train d'analyser. En effet, je vais t'enseigner dès maintenant ce qu'on appelle les stratégies de désescalade dans l'intervention en situation de crise. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc comment intervenir durant la phase de désorganisation d'une personne en crise. Allons-y tout de suite. Je commence par un bref rappel des différentes étapes du déroulement d'une crise. Tout ça, on l'a vu ensemble dans les dernières semaines. Tu te souviens du schéma de la forme que ça prend une crise? C'est exactement ça, celle d'un volcan. En gros, dans une situation de crise, plus le temps avance, plus l'intensité de la situation augmente, avant de brusquement chuter après l'explosion de la personne. Au début, on a l'état d'équilibre qui, quand il est compromis par l'accumulation de stresseurs, peut s'aggraver en une phase de désorganisation. C'est là que l'état de crise à proprement parler commence. Ça peut mener à un passage à l'acte, donc l'éruption volcanique, l'extériorisation violente par la personne de son ressenti. Je te rappelle également qu'on distingue deux états dans la désorganisation. Le premier, c'est l'état anxieux, qui se manifeste le plus souvent de façon non verbale. Le second, c'est l'état défensif, qui est un continuum verbal qui comporte 4 niveaux. Il s'agit du plus bénin au plus grave, des niveaux de questionnement, de refus, de ventilation des émotions et d'intimidation. Les stratégies de désescalade visent la phase de désorganisation de la crise. Le but, c'est d'aider la personne à redescendre le plus possible vers son état d'équilibre de façon à éviter qu'elle se rende jusqu'au passage à l'acte. Quand elle est rendue là, au passage à l'acte, il faut appliquer des techniques de pacification, ce qui sera l'objet de la prochaine vidéo pédagogique. Donc, les techniques d'intervention de désescalade sont celles qui doivent être appliquées durant la phase de désorganisation d'une crise. Leur but, c'est de favoriser l'apaisement de la personne, en l'aidant à retrouver un état d'équilibre où ce sera plus facile pour elle de trouver des réponses adéquates aux stresseurs qui expliquent la crise qu'elle est en train de vivre. Dit autrement, il s'agit d'éviter que la crise progresse vers un passage à l'acte. C'est ce que tout le monde veut éviter, à commencer par la personne qui se désorganise, parce que les gestes violents qu'elle pourrait commettre vont lui valoir des conséquences désagréables, comme des retraits de privilèges ou même un confinement en chambre. Un dernier objectif des stratégies de désescalade, c'est pour l'intervenante de gagner du temps, en laissant la personne dépenser son énergie le plus longtemps possible avant de recourir à la violence. Comme ça, même s'il y a un passage à l'acte, il aura des chances d'être plus court et moins intense. C'est pour ça que j'ai mis une image de volcan gentil, si on veut. En intervention, on préfère tout le temps un volcan qui crache de la fumée 30 minutes qu'une éruption destructrice avec de la lave qui dure 1 ou 2 minutes. Derrière la désescalade, il y a donc un principe important qu'on a vu ensemble au sujet de la réceptivité des personnes en crise. Te souviens-tu de quoi je parle? Qu'est-ce qui arrive à mesure que le temps passe dans une crise? Plus le temps passe, plus la personne est emportée et émotive, donc moins elle est rationnelle. Plus elle se laisse aller à ses émotions, plus il est difficile de la raisonner et donc de l'aider à éviter un passage à l'acte. Par les techniques de désescalade, en gagnant du temps, on maximise nos chances que la personne soit le plus longtemps possible réceptive à nos interventions. Voyons maintenant quelles interventions mettre de l'avant à chacune des étapes de la désorganisation. Commençons par l'état anxieux. C'est les débuts de la crise et à ce stade-là, la personne est encore réceptive et capable de conversation rationnelle. Les stresseurs qu'elle accumule se manifestent surtout par des signes non verbaux comme le retrait social, des rougeurs au visage, une certaine agitation, etc. Les interventions doivent lui apporter le soutien dont elle a besoin. Il faut d'abord reconnaître qu'elle n'est pas dans son assiette et le lui refléter, puis l'assurer de notre disponibilité et la traiter avec chaleur et empathie, dans une attitude d'accueil. Parler doucement avec une voix basse et apaisante est une façon de faire qui est encouragée, tant pour rassurer la personne que pour l'aider à elle-même demeurer calme. Préoccupée qu'elle est par ses problèmes, la personne peut être vraiment dans sa tête. Il faut donc se montrer patient avec elle, s'assurer de sa compréhension, par exemple en lui demandant ce qu'elle pense de ce qu'on vient de dire, et ne pas hésiter à répéter au besoin. Pour soutenir la personne tout en faisant preuve de bienveillance et d'empathie, je vous rappelle que pratiquer l'écoute active est l'outil de prédilection des intervenantes.
Vous en connaissez bien les techniques maintenant que vous êtes finissant à la technique et je ne saurais assez vous inciter à utiliser par exemple le reflet, la reformulation ou les questions ouvertes. Le questionnement est le premier niveau de l'état défensif, durant lequel la personne commence à véritablement s'emporter et risque de perdre le contrôle. Dans le questionnement, la personne adresse un tas de questions à l'intervenante, parfois de façon provocante, sarcastique, agressante ou carrément hostile. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu attends de moi encore? Tu trouves que ça a du sens de me punir pour ça? Parce que la personne est encore rationnelle à ce stade-là, il est très important de répondre adéquatement à ces questions, même si elles sont formulées de manière agressive ou inadéquate. On y répond avec honnêteté, politesse, respect et congruence. Par exemple, en rappelant le cadre d'intervention et les règlements de la ressource au travail. Voici des exemples de réponses correctes. Il est 10 heures et ta chambre n'est pas encore rangée, ce qui contrevient à la routine quotidienne du centre. J'attends de toi que tu te calmes pour que nous puissions poursuivre notre conversation de façon plus respectueuse. Je t'impose une conséquence parce que tu as réintégré le centre en état de consommation et que nos règlements l'interdisent. Surtout, il est important de ne pas ignorer une question ni d'y répondre par une autre question. Si on fait ça, la personne peut avoir l'impression de ne pas être entendue, ce qui risque de générer une anxiété qui fera escalader la crise plutôt que le contraire. Au deuxième niveau de l'état défensif, la personne verbalise son refus de la présence de l'intervenante. Ce refus peut être passif, par exemple si la personne s'oppose à une consigne sans rien dire. Il peut aussi être actif. On entre alors dans toute la gamme des injonctions à avoir la paix. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. C'est pas de tes affaires. J'ai pas de compte à te rendre. Laisse-moi tranquille. Ça peut aller jusqu'aux insultes et aux invitations à aller se faire voir ailleurs. Pour l'intervenante, le refus de la personne annonce le moment de se montrer plus ferme, tout en demeurant empathique pour lui laisser savoir qu'on comprend ce qu'elle vit et qu'on la prend au sérieux. L'intervention à privilégier ici se fait donc en deux temps. D'abord, il nous faut faire arrêter le comportement par une consigne énoncée sur un ton ferme et affirmatif. Ensuite, on reflète à la personne l'émotion qu'elle tente d'exprimer par ses conduites inadéquates et on normalise cette émotion, de façon à lui montrer qu'on comprend ce qu'elle vit et qu'on considère ce qu'elle ressent. Entre ces deux propositions, on évite d'utiliser le mais, qui tend à annuler tout ce qui le précède, et on utilise tout simplement et. Au lieu de dire je comprends, mais je veux que tu m'écoutes, on va plutôt dire je comprends et je veux t'aider à gérer la situation. Un exemple d'intervention réussie au niveau du refus pourrait être arrête de crier après moi. Tu es triste que ta mère ait annulé ton découchage et c'est normal. Je désire en discuter avec toi sur un ton plus calme. Ou encore, ça suffit de m'envoyer promener. C'est normal que tu sois en colère d'être puni et je voudrais qu'on trouve des solutions ensemble pour t'aider à te calmer. Le niveau de ventilation des émotions, le troisième de l'état défensif, est caractérisé par le flux verbal de la personne, qui extériorise par la parole ses frustrations et autres émotions envahissantes. Son contenu verbal est alors chargé, ininterrompu, parfois excessif. La première chose à faire pour l'intervenante est de démontrer de l'écoute attentive plutôt qu'active, c'est-à-dire qu'on garde le silence et on laisse toute la place à la personne pour extérioriser par la parole ce qu'elle vit. Souviens-toi de ce principe important de la désescalade, gagner du temps. Et souviens-toi que toute l'énergie dépensée à verbaliser son ressenti constitue autant d'énergie que la personne n'aura plus pour passer à l'acte. Autrement dit, ce qui est extériorisé par la parole, même quand c'est grossier ou inadéquat, n'est pas agi par la violence. C'est pourquoi, pendant que la personne ventile, on n'entre pas dans le contenu qu'elle exprime et on n'y répond pas. Ce serait inutile de toute façon puisqu'elle est dans l'émotion et de moins en moins rationnelle. On cherche surtout à éviter les argumentations qui pourraient ajouter à ses frustrations en lui laissant l'impression qu'on minimise ce qu'elle vit. On garde plutôt toutes nos énergies pendant qu'elle dépense les siennes en paroles. Finalement, parce que le niveau de ventilation des émotions se rapproche de l'intimidation et du passage à l'acte, on demeure vigilant et on profite de notre silence pour rester à l'affût d'éventuelles manifestations de violence. Le dernier niveau de l'état défensif, l'intimidation, est celui où la personne défie l'autorité et menace de passer à l'acte. Elle peut le faire indirectement, par exemple en adoptant une posture de défiance, en fixant l'intervenante ou en se rapprochant d'elle de façon provocante, voire agressive. Les menaces peuvent aussi être directes et verbales.
la personne annonçant alors qu'elle pourrait perdre le contrôle, qu'elle nous fera regretter de l'avoir sanctionné ou qu'elle a juste envie de nous sauter dans la face. Même si les manifestations d'intimidation peuvent être très impressionnantes, il importe de garder en tête que les crises s'arrêtent généralement là, juste avant le passage à l'acte. Cela dit, il faut vraiment rester vigilant et demeurer à l'affût, pour sa propre sécurité comme pour celle de la personne. Comme c'était le cas au niveau précédent, on commence par garder le silence et on laisse la personne se dépenser. Même si ses propos peuvent être méchants et hostiles, il faut maintenir une distance professionnelle et ne surtout pas répliquer, argumenter ou se fâcher contre elle. S'il n'y a pas d'amélioration dans l'état de la personne ou si l'intensité de son intimidation augmente, il est temps de nous montrer plus ferme. On procède alors à une intervention directive, faite sur un ton ferme et d'une voix forte, pour faire cesser le comportement. C'est la même chose qu'à l'étape du refus de la personne. Par exemple, Jonathan, arrête de crier après moi. Ou encore, Élodie, je te demande de ne plus me pointer du doigt comme tu le fais. On ajoute à cette demande une proposition alternative pour inciter la personne à adopter un comportement qui favoriserait la désescalade. Tu as déjà vu dans ton cours de communication de la deuxième session comment on formule une bonne proposition alternative. On va revoir ça ensemble un peu plus tard dans la vidéo sur les stratégies de communication en situation de crise. Ce qui est important que tu te rappelles tout de suite, c'est que la première proposition de l'alternative doit expliquer les conséquences qu'aurait un maintien de l'intimidation. Par exemple, continuer à m'insulter va me forcer à te confiner dans ta chambre. Quant à la seconde proposition de l'alternative, elle doit viser le comportement que l'on souhaite voir la personne adopter. On va l'encourager à choisir ce comportement, mais tout en lui laissant le choix, pour augmenter son sentiment de contrôle. Une bonne intervention au niveau de l'intimidation pourrait donc ressembler à la suivante. Jonathan, arrête de crier après moi. Soit tu continues à te fâcher contre moi et je devrais te laisser te calmer seul dans ta chambre, soit tu baisses le ton et on peut discuter ensemble des meilleures façons de gérer ta colère. Je suis vraiment ici pour te soutenir dans ce que tu vis et j'aimerais que tu acceptes l'aide que je te propose. Qu'en penses-tu? Alors voilà, en gros, ce que je tenais à t'enseigner sur les stratégies de désescalade dans les situations de crise. Ce sont des interventions qu'on va pratiquer ensemble au labo à notre retour en présentiel. Tu vas avoir en masse l'occasion de t'y exercer. Pour l'instant, tu trouveras dans la suite du module asynchrone un tableau récapitulatif des interventions de désescalade à appliquer selon l'étape de la désorganisation de la personne. Consulte ce tableau-là pour obtenir des informations supplémentaires à mes explications, puis fais le quiz en ligne qui va te permettre de constater dans quelle mesure tu maîtrises bien cette matière. Finalement, il va te rester à appliquer les stratégies de désescalade à ton étude de cas et à en discuter avec les autres membres de ton équipe sur votre forum de groupe. Nous, on se revoit dans la prochaine vidéo pédagogique où il sera question des stratégies de pacification, donc des interventions à mener durant les phases de passage à l'acte et de récupération de la crise. Je te souhaite un bon travail!